Le Rafale tient un cap, une vitesse, et ensuite nous, on s'amuse à jouer autour. Les pilotes entre eux communiquent pour lui dire je suis dans ton aile droite, ton aile gauche. Au niveau communication, ça n'arrête pas. Motion Masters. Salut à tous, bienvenue dans Motion Masters, le podcast d'Alpha Studio. Aujourd'hui, on vous propose un numéro spécial avec Miko Payot. Miko, merci d'être descendu d'hélico pour venir nous voir. Miko, tu es chef opérateur spécialisé dans l'aérien. Alors pour expliquer aussi comment on s'est rencontrés, tu fais aussi du motion control avec une solution robot, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on a découvert ton parcours, on s'est dit qu'il fallait faire vraiment une émission spéciale sur ta vie. Miko filme des choses extraordinaires, les Rafales, les Airbus, les hélicoptères, les courses de rallye, enfin bref, c'est incroyable, je sais même pas par où commencer, mais on va essayer de vous présenter le plus de choses possible. Pour décrire un petit peu les cas de figure dans lesquels tu es appelé, il y a à peu près 3 scénarios. Est-ce qu'on peut déjà nommer un peu les 3 cas de figure, puis on va venir explorer en fait chaque scénario. Je propose de construire un peu ça comme ça. Grosso modo, mon champ de travail, ça va être documentaire autour du paysage. Okay. Ça va être des actions à filmer en vol, en air-to-air, ou de l'événementiel. Ah bah écoute, on va prendre le premier, donc les paysages. Alors juste pour nommer un peu les références des émissions sur lesquelles tu as pu travailler, tu travailles encore. Déraciner des ailes, Faut pas rêver, Thalassa, donc ce qui se fait de plus connu en fait dans des émissions qui ont besoin d'aérien. On découvre aussi des images en même temps. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la difficulté d'aller filmer parfois des paysages? Tu me disais, il y a un gros rôle de composition alors que tu es dans l'air, quoi. On part souvent à 3, donc on a le pilote, okay. Le réalisateur et moi. Souvent, le but, c'est de pas refaire tout le temps la même chose systématiquement. Si on doit faire des châteaux dans la journée, le but, c'est pas de faire une découverte qui soit identique sur tous les châteaux. C'est un peu comme des natures mortes qu'il faut animer. En mouvement en hélico, le temps de s'apprivoiser avec le pilote, avec le réal, par rapport à ses commandes et à ses demandes. On fait notre petit travail tout au long de la journée en essayant de comprendre les besoins et puis en essayant de diversifier les plans pour pas avoir de redondance. On en parlait en préparant l'émission, des fois il y a des anecdotes un peu marrantes, des road trips carrément en hélico. Tu me parlais du tournage en Espagne. Ouais, en fait, je peux travailler sur des documentaires à l'image de Déraciner des ailes où là on travaille en une journée, on va couvrir une région en une journée. Et après, pour des chaînes comme Arte en France ou National Geographic à l'international, où là, on va nous demander de couvrir carrément un pays. Et là, pour Arte, on nous avait fait, j'ai eu une demande d'une boîte de production. Le but, c'était de faire un documentaire sur l'Espagne, au niveau historique, social, économique. Et on s'est retrouvés à faire 20 jours de tournage en Espagne, à couvrir l'Espagne en long, en large et en travers. C'était un mode road trip. En hélico, quoi. En hélico, ouais. C'est quand même la classe, quoi. C'est-à-dire que tu fais ta session le matin, tu te poses, tu déjeunes, ensuite tu repars. C'est ça. Ouais. Tu fais un petit parcours. Le but, c'est aussi de choper des belles lumières. Donc, on décolle tôt le matin, on se fait une bonne pause déj. Ouais. Et puis, on redécolle en fin d'après-midi. L'autre scénario, donc, c'est le air-to-air. C'est vous êtes en vol et vous filmez une autre machine qui est en vol. Est-ce que tu peux nous parler déjà dans les grandes lignes? Et ensuite, on va voir des exemples concrets. Ouais, alors en fait, on se retrouve en vol à filmer des hélicoptères ou des avions en air-to-air. En habitant dans le sud, on a l'usine d'Airbus Hélicoptères. Donc, je suis amené régulièrement à filmer des hélicoptères en vol. Et puis, demande originale par rencontre, concours de circonstances, en travaillant avec des photographes, il y a eu des opportunités pour pouvoir filmer des avions de la Marine nationale en vol. Bon, on va parler de l'avion, je pense, le plus connu militaire en France, c'est une fierté nationale quand même. Le Rafale, là on le découvre en images. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la logistique qui est mise en place pour arriver à sortir ce genre d'image? Donc là, pour expliquer aussi aux personnes qui nous regardent, vous êtes dans un avion, parce qu'en fait, un avion que vous filmez là doit aller à une certaine vitesse. Un avion a besoin d'une certaine vitesse pour pouvoir voler à plat. Quand il vole en dessous de cette vitesse, plus il va lentement, plus il a besoin de prendre une inclinaison pour pouvoir planer et voler. Okay. Donc quand on est en hélicoptère, un hélicoptère, ça vole maximum, les hélicoptères que j'utilise volent maximum à 120 nœuds. Ça fait du 220 km/h. D'accord. Et les avions comme le Rafale ou même des avions, on va dire, pas moins prestigieux, mais plus communs, ont besoin d'une certaine vitesse pour pouvoir voler vraiment à plat. Et donc, au niveau de l'image, filmer un avion qui vole un peu bec en l'air, c'est pas esthétique. Okay.
Et donc pour ça, il faut pouvoir avoir, nous, un avion qui vole suffisamment rapidement pour que les avions volent à plat. Donc le Rafale, si je ne dis pas trop de bêtises, le vol commence à voler à plat autour de 160, 180 nœuds. Et là, nous, c'est rendu possible uniquement en avion. Parce qu'en hélicoptère, on serait complètement à la ramasse. D'accord. Alors là, du coup, comment ça se passe? Parce qu'on parle en plus, c'est quand même du militaire, etc. Parle-nous un petit peu du process, quoi, en termes de préparation. Comment est-ce que vous synchronisez? Voilà, comment vous sortez ça, quoi? Ces missions avec la Marine nationale, elles sont rendues possibles parce que un photographe, Anthony, a pour habitude de fournir la Marine nationale en prise de vue pour leur propre communication. D'accord. Qui disent, voilà, on a besoin de faire ces images-là, c'est une super opportunité. On met l'avion, le Rafale, en conf lourde. Donc, conf lourde, pour eux, c'est on lui met plein d'armements, plein de missiles ou plein de trucs originaux qu'on ne voit pas régulièrement. Et puis, allez, Banzai, allez nous faire de belles photos. On vous donne un potentiel de temps de vol avec le Rafale. D'accord. Enfin, avec les avions, voilà, ne dépassez pas ce temps-là. Donc souvent, c'est au retour d'un entraînement. Là, par exemple, cette séquence, vous avez pu filmer pendant combien de temps? Et là, en fait, grosso modo, on a fait le NH90, le ATL2 et la Rafale. C'était un potentiel de temps d'1h40, si je me souviens bien. D'accord. Alors pour décrire du coup le NH et l'ATL. NH90, c'est les hélicoptères, les gros hélicoptères. L'ATL2, c'est des avions qui servent à faire de la reconnaissance ou de la chasse aux sous-marins. La chasse sous-marin, c'est ça. Et puis le Rafale. Alors là, comment ça se passe du coup? Donc vous avez une fenêtre de tir qui est assez courte. Comment vous organisez les prises de vue? Parce qu'il faut que vous vous positionnez par rapport au Rafale, que le Rafale fasse ce que vous vouliez en fait. Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que on passe par une session de brief. Là, c'est sur ces parties d'avions, de prise de vue en air-to-air avec des avions, je me retrouve un peu homme orchestre à faire tout, la partie technique, la partie artistique et la partie brief. En règle générale, on est toujours 4 ou 3. Donc moi, je gère que ma partie d'opération et l'expertise qui va avec, mais il y a toujours un réalisateur. Et là, sur les prises de vue en avion, je me retrouve à tout gérer. Donc en fait, on fait un brief au préalable. On se met d'accord sur des phases de vol où l'avion caméra devient leader et le Rafale nous suit. Et on lui demande d'avoir certaines attitudes. Donc ça va être de faire des acrobaties, de venir de loin, de se rapprocher rapidement. Et ensuite, quand le Rafale est leader, là, l'avion caméra a beaucoup plus de manœuvrabilité. C'est-à-dire que le Rafale tient un cap, une vitesse. Et ensuite, nous, on s'amuse à jouer autour. Les pilotes entre eux communiquent pour lui dire « je suis dans ton aile droite, ton aile gauche ». Oui, j'ai la vision. Enfin, au niveau communication, ça n'arrête pas. En fonction des opportunités du paysage, du soleil, de la lumière, on improvise. Et là, on choisit, on tire la carte, quelle phase on va voler. Et les pilotes, entre eux, se mettent d'accord de quelle manière. Donc moi, pendant qu'ils sont en train de parler, j'impulse une idée au pilote en lui disant « tiens, on pourrait faire une translation arrière-gauche, arrière-droite ». Le pilote, en ayant l'habitude, comprend le type d'image que j'ai envie de faire. Et puis, il va naturellement faire les mouvements. Un autre film militaire que tu as fait, alors c'est le 4e RHFS, donc c'est des forces spéciales qui sont basées à Pau. Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux nous décrire un peu ce projet et un petit peu comment vous avez chorégraphié tout ça, parce que c'est franchement impressionnant. En fait, c'était leur anniversaire, c'était l'anniversaire du régiment. Et donc le but, c'était de les mettre en avant autour d'un petit film pour montrer leur expertise. On se retrouve donc à Pau avec Yankel, avec Anthony et toute la troupe à se retrouver dans ce régiment où je crois qu'on n'est pas loin des premiers civils à pouvoir pénétrer. Tellement c'est un peu quand même secret, très militaire. C'est très... c'est une là le plan qu'on voit par exemple est incroyable, le suivi que tu arrives à faire, c'est là pour le coup il y a vraiment une communication entre vous, le pilote qui arrive. Avec le pilote aussi, avec notre pilote aussi. Leur expertise à eux, c'est d'être discret, de réussir à intervenir vite et rapidement de manière discrète. Donc pour ça, ils font des vols, ils se mettent, je crois, en serpent, ils se mettent en quinconce à moins d'1 diamètre rotor, donc ils sont vraiment... ils volent à 200 km/h. Donc, étant très bas. En étant très bas, en épousant le relief. Et ça, là, ils nous l'ont fait de jour, ils le font de nuit. Donc voilà, c'est un niveau de pilotage. On était tous subjugués là.
Dans la machine, on cumule tous beaucoup d'heures de vol en voyant beaucoup. Oui, t'en vois passer quand même. On en voit passer et on était tous sur le cul à avoir 3 machines cul dans cul, quoi. 2 machines, c'est une chose, mais 3, c'est incroyable. C'est incroyable. Et peut-être qu'ils le font même à plus de machines. C'est aussi le bon moment pour que tu nous parles un petit peu techniquement de ce que tu mets en place. On va déjà parler donc des gyros, des boules gyroscopiques que tu mets sous les machines, sous les hélicoptères ou les avions. Décris-nous un petit peu à quoi ça ressemble. On voit aussi d'autres images quand tu es en train de faire la maintenance. C'est les systèmes gyrostabilisés comme vous pouvez le voir tous sur le Tour de France ou le Paris-Dakar, ou même les hélicoptères de la police. Donc c'est des boules qui font à peu près 40 cm de diamètre, à l'intérieur desquelles il y a une caméra et un zoom. Qu'est-ce que tu mets comme caméra, comme type de Alors on met de la Komodo, de la Arri, toute la gamme RED, toute la gamme Arri. Et après, souvent, on utilise tous les zooms, que ce soit Canon, Angenieux, Fujinon. En termes de focales, c'est quand même des focales assez impressionnantes. Après, c'est en fonction des tailles de capteurs que tu utilises, mais le plus gros zoom que j'ai, là, tu peux faire du 25-2400 mm si tu actives le doubleur. Le niveau de stabilisation fait que tu es plus stable à 200 km/h à fond de zoom en filmant la Lune que toi en voulant le faire dans ton jardin. Parce que tu vas avoir des mouvements dont trépied qui va légèrement vibrer, le vent qui va faire bouger. Ça se démultiplie avec une focale comme ça. Avec une focale comme ça, exactement. Alors que là, avec les systèmes gyrostabilisés, c'est tellement précis, tellement fin que l'image, elle est parfaite, quoi. Comment ça se passe au niveau des manettes ? En fait, j'ai un pupitre de commande avec un joystick sur lequel tu gères le pan, le tilt, tu gères le roll. Et puis après, zoom, mise au point et diaph. Et après, tu as un petit menu pour gérer tous tes settings depuis à l'intérieur de la machine, tous les settings de la caméra. En fait, tu n'as ni plus ni moins la caméra sur les genoux avec un joystick. Ça demande quand même une grosse concentration parce que tu as beaucoup de paramètres à gérer. Tu disais, par exemple, niveau lumière, tu es constamment en train de gérer le diaph. La source principale de concentration, c'est le diaph. Parce que, alors au début, c'était quand j'ai commencé à bosser, c'était très contraignant parce que la plage dynamique des caméras était toute mince. Ça pardonne beaucoup plus maintenant en post-pro. Maintenant en fait tu te concentres à juste pas être sous X ou sur X. Mais malgré tout, le diaph, quand tu rentres en aérien, tu rentres avec des gros contre-jours ou tu passes d'une surface éclairée à une montagne complètement sous X. Et forcément, il faut que tu compenses et que tu aménages ce truc-là. Là, on a vu des exemples plutôt basés en France, mais tu vas un peu partout dans le monde. C'est aussi ça que je trouve incroyable dans ta carrière. On a aussi un exemple de ce qui a été tourné, je crois que c'est pour Airbus, du coup, à New York. Donc là, on voit l'Empire State Building, tu es à Manhattan, etc. Je te demande, niveau autorisation, c'est pas trop compliqué? La réponse est pas du tout. Ah non, le truc c'est très rigolo. Donc là, je suis en vol avec Thibaut, qui est un autre chef-op, qui se retrouve réalisateur, là, pour le coup, des images. On se retrouve en Arabie Saoudite, à filmer un H175. On part en Arabie Saoudite pour ça. Et en l'espace de 24 heures, on se retrouve à New York pour filmer le H160, qui était fraîchement livré là-bas. Et avec un créneau de temps très contraignant. Enfin, la météo, l'hélicoptère qui n'était pas complètement dispo non plus. Et puis on avait la vice-présidente qui venait visiter New York, qui fermait carrément l'espace aérien. Donc en fait, on a eu un slot très très petit. On se retrouve, nous les petits Frenchies, à deux, Thibaut et moi, dans la machine. En gros, quand tu te retrouves dans un survol de ville en monoturbine en France ou en Europe, quand tu as le droit de le faire, c'est souvent au-dessus des cours d'eau. D'accord. Et donc là, nous, en bon Frenchie, on se dit, on va survoler New York au-dessus de l'eau. Et puis on passe, tout ça. Voilà, on fait tout le tour de New York au-dessus de l'eau. Et puis on est super content. On vole comme ça un petit moment quand même. On doit voler 35 minutes. Donc c'est long. Oui. Et le pilote se tourne vers nous et il nous dit, les gars, vous aviez pas prévu d'aller au-dessus de la ville, quoi. Donc ça, c'est un Américain, du coup. L'Américain, ouais. Et le gars, nos problèmes. Il avait fait pendant qu'il disait nos problèmes, c'est virage à droite à fond et puis on se retrouve au-dessus de Central Park sous les buildings, quoi. Ah, vous avez essoré Manhattan. Ouais. Et tout ça en air to air. Faire Manhattan entre guillemets en paysage, c'est une chose, mais là on se retrouve à 2 machines en vol au-dessus de New York sous les buildings. Je réalise quand même toute la chance que j'ai à chaque fois. Enfin, on est en mode, tous dans l'équipe, on est tous en mode de larmes aux yeux, frisson comme c'est pas permis, même si ça fait 15, 20, 30 ans pour certains qu'on travaille dans ce milieu-là. Tu es franco-finlandais. Oui. Et tu as eu la chance d'aller tourner donc, en Finlande, en Laponie. Ouais, il faisait moins 37 degrés. Ouais.
porte ouverte avec le photographe, avec un photo de Lloyd qui est en mode glaçon. D'accord. Conditions de lumière de fou. Le froid, je pense, a aidé aussi au fait que dans des petites particules de glace qui volent. Enfin voilà, on a tout le stress et le point d'orgue du fait de faire un vol avec une lumière exceptionnelle en Laponie, Oui. moins 37 degrés et tout ça, ça a généré un espèce de... Et puis là, on voit C'était les jouissif, images. Tu parlais des fois d'improviser. Là, clairement, en gros, quand vous étiez en train de voler, vous vous êtes rendu compte que le souffle, voilà, de l'hélicoptère faisait ces espèces d'effets incroyables sur les sapins, ça enlevait le givre et la neige, en gros. Le H160 qui arrive en rase-motte au-dessus des forêts chargées de neige et qui fait tout ça, qui fait s'envoler tout ça. C'était hyper esthétique et ça a créé une petite séquence assez mémorable pour tous les deux, quoi. On parlait tout à l'heure des 3 scénarios. Là, on arrive au 3e, c'est filmer de l'événementiel. C'est des objets donc, qui sont plus en l'air, mais qui sont au sol, des courses cyclistes, etc. Ouais. Et il y a aussi le rallye. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet exemple ? Le plus éprouvant pour moi, c'est le rallye. Parce que, alors le rallye sur route classique, parce que en rallye de désert, c'est encore autre chose. Ouais. Et c'est moins éprouvant, oui. parce que c'est beaucoup plus linéaire. D'accord. Mais sur les rallyes sur route, là, comme à mon ami, vous pouvez voir les images, vous avez vu les images. En fait, on a les pilotes, les voitures sont lâchées toutes les minutes ou toutes les 2 minutes dans les meilleurs cas. Okay. Et donc, ça nous laisse, entre 30 secondes et 1 minute pour pouvoir filmer chaque voiture. D'accord. Et il faut pouvoir les enchaîner. Et donc, en général, la demande minimale, c'est de faire 50 véhicules. Ça peut aller à 100, ça peut être à 150. Et donc, il faut enchaîner pendant tout ce temps-là, à session dans le plus contraignant, toutes les 30 secondes, passer au véhicule d'après. Et pour faire ça, le pilote a besoin d'y aller franco et de se remettre en place. Et ça, pour un passager à l'arrière, c'est... tu prends des jets, quoi. Je ne sais pas si c'est des jets, mais en tous les cas, les viscères, ouais. Les viscères, elles dansent. Il y a une autre anecdote qui m'a marqué quand on a préparé l'émission. Pareil, on découvre les images, donc c'est du wingsuit. Donc c'est assez incroyable. Vous avez eu donc cette chance aussi de filmer ça plusieurs fois. Et il y a une fois où il s'est passé quelque chose d'imprévu. Alors maintenant il y a prescription, mais c'est interdit. Normalement, l'hélicoptère caméra, il sert qu'à faire ça. Et là, on se retrouve à dropper en fait les wingsuiters en haut d'une falaise. Donc on le fait 2, 3, 4 fois, et puis à chaque fois, ça se passe bien. Il y avait un guide qui était chargé de faire la réception. Les gars restent couchés au pied de l'hélico le temps qu'on reparte. Les gars sortent. Il y a la porte dans un hélicoptère, c'est toujours un peu chiant quand ça glisse. Tu as toujours une petite manip à faire avec ma porte pour pouvoir la fermer. Je manipule la porte, et là, dans la porte, je vois qu'il y a un espèce comme un sac de linge sale. Le pilote était wingsuiter. Et là, lui, ça fait tilt direct, il regarde dans son rétro, et en fait, en dessous de nous, il y avait le wingsuiter accroché par son parachute, parce qu'en fait, ce qu'on avait dans la main, c'était son largueur. Le largueur était coincé dans ma porte, donc on a posé. Donc là, il était littéralement il était accroché dessous comme ça. Avec du vide en dessous de lui, quoi. On était sur des falaises. Te dire s'il était vraiment sur du vide ou sur les rochers, mais enfin, quoi qu'il arrive, il était suspendu sous un hélicoptère. C'était pas du tout prévu, quoi. Il y a un plan que j'aimerais qu'on aborde, c'est la patrouille de France. Ouais. Ça, c'est incroyable parce que c'est un suivi qui dure... 3 minutes ou 3 minutes 30, ouais. C'est l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Et pour clôturer ça, il y a l'arrivée de la patrouille de France. Et puis je me dis, allez, hop, feu. Je pars dans un plan séquence et puis on verra, advienne que pourra. Et puis voilà, et puis on est sorti 3 minutes 30 que j'ai extraite du direct. Et j'en ai fait moi mon petit trophée. En fait, j'aime bien, je récupère toutes les images que je fais en vol. Et au début, les réals le comprenaient pas. Mais en fait, c'est mes trophées, quoi. Voilà. Écoute, nous, le plaisir, c'était de découvrir ton parcours. Merci beaucoup d'être venu merci à vous, les gars. Sur Terre pour nous reparler un peu, parce que tu passes beaucoup de temps dans les airs. Donc, merci Miko, puis bon vent pour la suite. Et moi, je dis merci Adrien, merci Louis, merci les gars pour tout ça. Avec plaisir, merci encore. Puis merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je pense que vous êtes régalés comme nous en découvrant la vie passionnante de Miko. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc on vous en remercie. À vous abonner, à liker la chaîne et à cliquer aussi sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines sorties. Je vous dis à très vite.